Amis de la résistance française et de la réaction républicaine, l'Europe n'est qu'une expression géographique. Il n'y a ni civilisation européenne, ni culture européenne, ni ethnie européenne, ni race européenne, ni peuple européen. Il y a une civilisation occidentale, il y a une race caucasoïde, il y a une nation française, un peuple français, mais pas de peuple européen. La civilisation occidentale n'inclut pas l'Est de l'Europe, ni la Russie, ni l'Ukraine, ni la grande majorité des pays des Balkans. Je dirais, pour paraphraser Joseph de Maistre, que j'ai déjà rencontré un Français, un Italien, un Russe, et que l'Européen, s'il existe, c'est à mon insu. Et pourtant, le mythe européen fait florès. Et il y a de cela 10 bonnes raisons que je vais vous décrire. La première raison, c'est l'illusion géographique. Les anciens Grecs, qui ont inventé l'Europe, appelaient Europe ce qui était à l'ouest de la mer Égée, comme l'Attique, et appelaient Asie ce qui était à l'est, comme l'Ionie. Encore sous l'Empire romain, la province d'Asie ne couvrait qu'une partie de l'Anatolie actuelle, c'est-à-dire de la Turquie d'Europe, de la Turquie d'Asie plutôt. Et c'est seulement par la suite qu'on a étendu la notion d'Europe vers l'ouest, la notion d'Asie vers l'est, pour définir ces continents, ou ces pseudo-continents. Alors en réalité, quand on regarde la carte géographique, on voit que l'Eurasie est un tout. Et si on regarde mieux, si on étudie mieux la question, on voit bien que l'Oural, limite conventionnelle, n'est pas une vraie coupure qui séparerait deux continents. Au centre de cette chaîne de montagnes, les collines n'ont pas plus de 500 mètres de haut, et on les franchit facilement. D'ailleurs, avant Pierre le Grand, qui est l'empereur de Russie, qui est mort en 1725, on arrêtait généralement l'Europe au Dniepr, fleuve de l'Ukraine actuelle. Et comme il voulait occidentaliser la Russie, c'est lui qui a demandé à un géographe aux ordres de déplacer la frontière de l'Europe vers l'Est jusqu'à l'Oural. Mais je dirais même plus. L'isthme de Suez ne sépare pas plus de continents qui seraient l'Afrique et l'Asie que l'isthme de Panama ne sépare deux continents qui seraient l'Amérique du Nord et du Centre d'un côté, l'Amérique du Sud de l'autre. La Méditerranée est moins large que la mer des Caraïbes. Il y a plus de distance entre la Floride et le Venezuela qu'entre la France et l'Algérie, a fortiori entre l'Espagne et le Maroc, qui ne sont séparés que par le détroit de Gibraltar. Donc, l'ancien monde ne fait qu'un. Ne fait qu'en réalité un seul continent qu'on devrait appeler l'Eurasie-Afrique. Et bien sûr, l'Europe n'existe pas. L'Europe n'est qu'une mauvaise expression géographique. Et d'ailleurs, même s'il y avait une réalité physique, rien ne permettrait de passer de la géographie physique à la géographie humaine, comme on l'a fait habituellement, bien à tort. Deuxième raison, le prestige de la Grèce. Lorsqu'il fut question de l'adhésion de la Grèce à l'Union européenne, adhésion qui était d'ailleurs scabreuse, parce que la Grèce connaissait un niveau de corruption et de gabegie qui était typiquement oriental. Le président français Valéry Giscard d'Estaing a cru intelligent de dire « On ne peut pas fermer la porte de l'Europe à Platon ». C'était une ineptie de première grandeur. Parce que la Grèce actuelle n'a pas grand-chose à voir avec la Grèce antique. Sur le territoire de la Grèce, il y a eu 4 grands emplacements dans les 4 empires successifs qui ont pris ce territoire. Premièrement,
l'empire macédonien fondé par Alexandre, qui organisait un brassage de population. Deuxièmement, pis encore, l'empire romain, qui a conquis la Grèce avec un véritable populicide, ou génocide, suivi de l'importation massive d'immigrés. Troisièmement, sous l'Empire byzantin, continuation de l'Empire romain, il y a eu une invasion massive de Slaves venus du Nord. Et enfin, sous l'Empire ottoman, sous l'Empire turc ottoman, il y a eu des quantités de massacres et d'installations de populations nouvelles ou de déportations. Autant dire qu'il ne reste pas grand-chose de la Grèce d'origine dans la Grèce d'aujourd'hui. Le Rastapopoulos de Tintin, si typique, un peu caricatural, il faut bien le dire, n'a rien à voir avec Périclès. Donc, la Grèce nous a imposé la fausse notion de l'Europe parce que le prestige de la Grèce antique a fait qu'on n'a pas osé contester cette notion, qui est pourtant fausse. Ce prestige nous a fait croire qu'il y avait une essence de l'Europe. Et en outre, comme on s'imagine bien à tort que le pays qui porte encore ce nom, et qui n'a pas grand-chose de plus que le nom à voir avec l'ancienne Grèce, a une partie du prestige de celle-ci, eh bien, on a cru que c'était un élément incontournable de notre civilisation, et qu'il fallait qu'elle fît partie de cette Union européenne à construire. Troisième raison, troisième contresens, la confusion entre Europe et chrétienté. Alors, il est le fait que la chrétienté a coïncidé approximativement avec ce pseudo-continent européen pendant plusieurs siècles, jusqu'à la conquête du Nouveau Monde, les grandes découvertes, Christophe Colomb, 1492, et la christianisation qui a suivi de l'Amérique, aussi d'une partie de l'Afrique noire, et bien sûr de l'Océanie, Australie et Nouvelle-Zélande, sans oublier en Asie, les Philippines. Mais ça n'a pas toujours existé. D'abord, avant la conquête musulmane, qui a suivi la mort de Mahomet en 632, pardon, toute l'Afrique du Nord était chrétienne, et tout le Proche-Orient était chrétien. Et si l'islam a éradiqué le christianisme en Afrique du Nord, du moins de l'Égypte jusqu'au Maroc, le christianisme est resté vivace ailleurs, en Égypte et au Proche-Orient, jusqu'aujourd'hui. Bien qu'il ait été persécuté et qu'il ait eu tendance à diminuer. En tout cas, donc avant l'islam, la chrétienté était autant africaine et asiatique qu'européenne. Donc on ne peut pas confondre l'Europe et la chrétienté, et surtout la proximité religieuse qui existe évidemment entre tous ceux qui partagent la foi dans le Christ ne signifie pas qu'il y ait une unité culturelle, contrairement aux apparences. Le christianisme est né en Orient, en Palestine, au milieu des Juifs. C'est une religion universelle qui s'adresse à tous les hommes, puisque le Christ a dit « allez et baptisez tous les peuples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Donc le christianisme n'est attaché à aucune civilisation particulière. Pas même à la nôtre, la civilisation occidentale, bien que, pour les catholiques, l'Église soit apostolique, catholique c'est-à-dire universelle, apostolique, mais aussi romaine, que le pape, évêque de Rome, ait repris le titre païen de pontifex, de pontife, qui est le souverain pontife. Pourtant, il n'y a pas d'identité entre une civilisation et la religion chrétienne. Alors, il est de fait que, malgré cette proximité, et malgré la sympathie qu'on peut avoir, et qu'on doit avoir pour les chrétiens d'Orient persécutés par les musulmans aujourd'hui, et bien qu'ils fassent laisser au second plan
les querelles d'autrefois, les controverses théologiques, il n'en demeure pas moins que celles-ci ont existé. Et qu'elles ont créé un fossé, en tout cas une distinction très nette, entre les chrétiens d'Orient et les chrétiens d'Occident. Il y a eu d'abord l'hérésie nestorienne, condamnée par le concile de Nicée en 431, il y a eu l'hérésie monophysite, condamnée par le concile de Chalcédoine en 451, et surtout, pour notre sujet, il y a eu la rupture de 1054, qui était beaucoup plus qu'un schisme. Parce qu'en 1054, le légat du pape est venu à Constantinople, le légat du pape évêque de Rome, est venu à Constantinople, déposer sur l'autel de la cathédrale Sainte-Sophie une bulle d'excommunication. L'excommunication du patriarche de Constantinople. Il était condamné pour refuser le filioque. Alors, le filioque, c'est de la haute théologie, mais c'est essentiel puisque c'est le credo. On a rajouté au XIe siècle la précision que le Saint-Esprit procédait non seulement du Père, mais aussi du Fils. Filioque en latin. Et du Fils filioque. On dit donc, je crois au Père, au Fils et au Saint-Esprit qui procèdent du Père et du Fils. Les orientaux, les byzantins, ont refusé cette addition, d'où leur excommunication. Alors, depuis cette date, donc, il y a bien deux églises qui s'opposent. De fait, la division de l'Europe entre l'Orient et l'Occident est plus ancienne encore. Elle remonte à 394, lorsque l'empereur Théodose, le dernier empereur romain qui a régné sur la totalité de l'Empire romain, a divisé son empire en deux, l'Orient attribué à Arcadius, et l'Occident attribué à Honorius. La chrétienté donc est une notion religieuse et humaine qui ne peut pas définir une civilisation. Même pendant les 800 ans où elle a coïncidé peu ou prou avec l'Europe, elle n'a jamais conféré à celle-ci une unité culturelle. Cinquièmement, ou plutôt quatrièmement, la confusion entre Europe et Occident. La France appartient à la civilisation occidentale. Mais celle-ci n'inclut pas toute l'Europe. Et s'étend aujourd'hui hors d'Europe, en Amérique et jusqu'aux Antipodes, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Comme nous rappelle la phrase ressassée de Paul Valéry, nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels, phrase qu'il a prononcée en 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale, la plupart des civilisations qui ont été créées par les hommes ont disparu. Dans le monde contemporain, il en reste 6. L'Occident, l'Orient, le monde russe, le monde indien, le monde chinois, l'Afrique noire. Et en Europe, l'Occident s'arrête à l'Est, à la frontière des alphabets. L'alphabet latin, donc, d'un côté, et de l'autre, l'alphabet grec ou l'alphabet cyrillique. Sachant d'ailleurs que le roumain s'écrivait en cyrillique jusqu'au XIXe siècle. C'est aussi la frontière des deux religions. Le christianisme romain à l'ouest, le christianisme byzantin à l'est. La prétendue réforme protestante de Martin Luther et de Jean Calvin au XVIe siècle n'a pas fait éclater l'unité culturelle de l'Occident. L'unité religieuse, certes, mais pas l'unité culturelle. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est que les protestants et les catholiques ont le même credo, avec le filioque, qui n'est pas celui des prétendus orthodoxes. Mais il y a en fait 3 Europes et non 2, bien que les Russes se soient rattachés au christianisme byzantin, ils ont créé leur civilisation propre, qui est née d'une interpénétration entre les Slaves russes et les Turcs, avec une forte infusion de sang mongoloïde. De plus, les pays dits orthodoxes des Balkans appartiennent à la civilisation orientale, tout autant que l'Arménie et l'Éthiopie. Et l'islam n'a pas fait apparaître une nouvelle civilisation, il a confisqué une civilisation qui existait depuis très longtemps, depuis que Cyrus le Grand a fondé l'empire perse achéménide au VIe siècle avant Jésus-Christ. L'Orient était d'abord zoroastrien, puis chrétien, et ensuite musulman, en restant en partie chrétien. Et comme l'a dit Henri de la Batide,
qui fut président de l'Institut des langues orientales, l'Occident et la civilisation de la personne. Au fond, avec le principe de libre examen, le protestantisme a été une radicalisation de l'individualisme qui est inhérent à la civilisation de la personne. On peut dire aussi que le christianisme, ou plutôt que l'Occident chrétien, est la civilisation de l'incarnation avec un I majuscule en référence au dogme chrétien de l'incarnation du Christ. C'est-à-dire, le Christ est vrai Dieu et vrai homme. On peut aussi écrire civilisation de l'incarnation avec un petit i, en prenant le mot dans un autre sens, par analogie avec celle du Christ. La jonction de l'âme, principe spirituel, et du corps, réalité matérielle, est une première forme d'incarnation, mais celle-ci prend toute sa profondeur en Occident parce que le Christ, vrai Dieu et vrai homme, est le modèle du chrétien. Et que celui-ci sait donc qu'il a en lui une part de divinité qui lui donne sa dignité et sa vocation à la liberté. Seul le christianisme occidental l'a compris. Et il a mesuré toute la portée de l'incarnation. Si le Saint-Esprit qui sauve les hommes en leur donnant la grâce ne procédait pas du Fils, la mission de celui-ci se serait arrêtée au sacrifice de la croix, alors qu'elle n'a jamais cessé de s'exercer avec le Saint-Esprit jusqu'à la fin des temps. Le chrétien d'Occident est donc une personne libre par essence, et s'il est appelé à l'obéissance, il n'est pas l'esclave de Dieu. C'est une grande différence avec les chrétiens d'Orient et les musulmans, qui s'appellent volontiers Théodule en grec, Abdallah en arabe, ce qui veut dire esclave de Dieu. On peut d'ailleurs aussi remarquer que le mariage en Occident se fait par l'échange des consentements, alors qu'ailleurs, et notamment en Orient, les cérémonies du mariage ignorent tout de l'échange de consentement. La conception de l'homme qui prévaut en Occident n'est ni celle de l'Orient, ni celle du monde russe. Alors, il y a quand même une cinquième raison, c'est que la proximité de l'Occident et du monde russe est réelle. Pierre le Grand a tout fait pour occidentaliser la Russie, notamment en déplaçant la capitale de Moscou à Saint-Pétersbourg, et le mouvement s'est poursuivi après lui avec la grande influence que la France et l'Allemagne ont exercée, notamment l'Allemagne, où les Allemands, qui ont été nombreux à venir en Russie et qui ont constitué une grande partie des élites russes. Et finalement, en 1917, c'est le marxisme, idéologie venue d'Occident, qui a été imposée par les bolcheviks, les communistes, aux Russes, et cela jusqu'à l'effondrement de l'URSS en 1991. Donc, si le monde russe est resté une civilisation distincte, il n'en reste pas moins qu'il est proche de la nôtre. C'est pourquoi certains, qui ferment les yeux sur les différences entre la Russie et l'Occident, voudraient que la Russie fît partie de l'Occident. C'est une erreur, et la différence culturelle reste très profonde. Il faudrait que la Russie abandonne ses traditions, abandonne sa religion, pour qu'elle soit vraiment identifiable à l'Occident. Et il est clair qu'elle n'en prend pas de chemin. La Russie, c'est certain, ne fait pas partie de l'Occident, ainsi l'Europe n'est pas une. Sixième raison, la confusion entre caucasoïdes et européens. Alors dans le langage courant des Français, du moins lorsqu'il n'est pas cosmopolitiquement correct, on oppose volontiers les Blancs aux immigrés extra-européens. Alors c'est une façon sympathique de parler, qui relève d'une salutaire conscience de race, mais malheureusement, ça s'inscrit dans une longue tradition qui est fautive et qui crée la confusion. Au Moyen-Âge, on ne connaissait pas l'Afrique noire, ni vraiment les populations noires ou congoïdes. Et donc on avait tendance à les confondre avec les Berbères, les Maures, les Sarrasins, parce que ceux-ci étaient métissés. Ils avaient donc en général la peau plus foncée, beaucoup plus foncée que celle des Français ou des Occidentaux. Et donc, on appelait les Noirs, on les confondait avec les Maures et les Sarrasins. Et d'où d'ailleurs, pour l'anecdote, le fait que les galettes bretonnes
se font avec un ingrédient qu'on appelle le sarrasin ou le blé noir, parce que le sarrasin était réputé avoir la peau foncée. Mais les Nord-Africains ont beau avoir 10 à 15% de sang congoïde en moyenne, ils sont quand même à la base de races caucasoïdes. La race est un fait d'observation élémentaire que la science confirme et précise. Il y a 5 races humaines. 5 races humaines qui sont les caucasoïdes, en termes scientifiques, ou blancs, les mongoloïdes, ou jaunes, les congoïdes, les capoïdes et les australoïdes, qui sont collectivement qualifiés de noirs, bien que ce soit 3 races complètement différentes. Alors, la race caucasoïde ne se limite nullement à l'Europe. Elle inclut les Arabes et les Berbères, bien que ces derniers soient nettement métissés en Afrique du Nord, surtout en Égypte et au Maroc, mais elle inclut aussi les Indo-Européens d'Asie, les Arméniens et les Indo-Iraniens. Ces derniers étant quand même nettement métissés d'Australoïdes, autochtones, dans le sous-continent indien. Un Libanais est tout aussi blanc qu'un Grec. De surcroît, l'Europe n'est pas parfaitement caucasoïde. Les Russes, je l'ai dit, sont fortement métissés de mongoloïdes. Donc le langage courant, lorsqu'il parle des Blancs par opposition aux non-européens, confond la race, catégorie biologique, et l'ethnie, catégorie culturelle de plus, en confondant l'Europe et la civilisation occidentale. Les ethnies d'Afrique et d'Asie relèvent certes d'autres civilisations. Ce ne sont pas des ethnies d'Occident, mais cela ne signifie pas pour autant qu'elles soient d'une autre race. En outre, si les Russes et les Bulgares sont bien de race caucasoïde, sous la réserve que j'ai faite pour les Russes, cela ne signifie pas que leurs ethnies fassent partie de notre civilisation occidentale. Il faudrait donc mieux parler de Français, plutôt que de Blancs, de Français de sang ou d'Occidentaux. Et quant aux halogènes venus d'Asie ou d'Afrique, il faudrait les appeler soit par leur religion, musulmans, bouddhistes, etc., soit par leur race, noire ou congoïde, jaune ou mongoloïde. 7e contresens, la confusion entre nordiques et européens. Le sujet est plus délicat et plus amusant. L'espèce Homo sapiens se subdivise en 5 races, je viens de le dire, mais chaque race se subdivise à son tour en sous-races. L'expression sous-race qui n'a rien de péjoratif, c'est le terme de taxinomie, de classification. Et par exemple, en France, pays qui nous intéresse le plus, évidemment, les Français de sang sont constitués, ou leur fond génétique est constitué plutôt de 3 sous-races, qui sont les Alpins, les Méditerranéens et les Nordiques. La sous-race alpine n'est pratiquement pas représentée en dehors de la France. La sous-race méditerranéenne est représentée sur tout le pourtour de la Méditerranée, aussi bien en Italie, en Espagne, en Grèce, qu'au Proche-Orient et en Afrique du Nord. En revanche, la sous-race nordique n'est pratiquement représentée qu'en Europe, que dans le pseudo-continent européen. Il y a des exceptions, certains Kabyles ont les yeux bleus, et c'est dû vraisemblablement aux invasions vandales. Et vous savez que la sous-race nordique était appelée autrefois race aryenne, confusion entre la race et la sous-race, entre parenthèses. Cette race aryenne, depuis Arthur de Gobineau, a joui d'un grand prestige. Et bien sûr, on peut soupçonner ceux qui voudraient confondre la sous-race nordique avec l'Europe, ou l'ensemble des habitants de l'Europe, d'avoir des accointances inavouées avec l'idéologie hitlérienne, qui vantait la race aryenne. Les Nordiques, par définition, sont des grands dolichocéphales, aux cheveux blonds, aux yeux bleus, à la peau claire. Alors évidemment, bien qu'on ne les trouve quasiment qu'en Europe, pour autant, ils ne représentent qu'une partie du fond génétique des pays européens. Et on ne peut pas réduire
la civilisation à la race, ni à la sous-race. D'autant plus que la proportion de sang nordique varie considérablement selon les pays. Donc ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de sang nordique en Russie que la Russie fait partie de l'Occident. Mais cela peut expliquer une certaine proximité entre les deux civilisations. C'est tout ce qu'on peut dire. En revanche, il est absurde d'en déduire qu'il y aurait une unité de l'Europe parce qu'il n'y aurait pas de sang nordique en dehors de l'Europe. Et on peut ensuite, par association d'idées, évoquer la 8e raison, la confusion entre Indo-Européens et Européens. Alors ça, c'est encore plus absurde de confondre Européens et Indo-Européens. D'abord, en Europe, il y a des pays qui ne sont pas de langue indo-européenne. Il y a 3 pays de langue finno-ougrienne, la Finlande, l'Estonie, la Hongrie. Et puis il y a les Basques, en Espagne et en France, qui parlent une langue particulière qui n'est pas indo-européenne. Et surtout, comme le rappelle le nom conventionnel d'Indo-Européen, il y a des Indo-Européens en Inde, mais pas seulement en Inde, en Asie, aussi en Iran et en Arménie. Et donc, aucune confusion n'est possible entre Européens et Indo-Européens. Lorsque les proto-Indo-Européens qui vivaient il y a 5000 ans au nord de la mer Noire, en Europe certes, sont partis à la conquête du monde, ils sont allés soit vers l'ouest, soit vers l'est, en Europe ou en Asie, dans toutes les directions. Et ils ont été l'origine de 4 des 6 civilisations du monde contemporain. Les Indo-Aryas ont fondé la civilisation indienne, le monde indien. Les Perses ont fondé, je vous l'ai dit, la civilisation orientale. Les Francs, qui ont donné leur nom à la France, la civilisation occidentale. Et, enfin, les Russes, évidemment, la civilisation russe. Donc, l'Europe, aujourd'hui, est partagée entre 3 civilisations. Il n'y a pas de civilisation européenne, il y a 3 civilisations européennes, l'Occident, l'Orient et le monde russe. 9e raison, l'idéologie de la construction européenne. Alors là, c'est une vieille lubie qui remonte à la baie de Saint-Pierre du XVIIIe siècle, qui a été reprise par Victor Hugo, et propagée au XXe siècle par un métis austro-japonais, Richard de Coudenhove-Kalergi. Mais c'est un agent américain, Jean Monnet, qui a vraiment mis le projet européen sur les rails, avec la création de la CECA en 1951. Jean Monnet, que De Gaulle appelait l'inspirateur. La CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, a été un échec flagrant, mais ça n'a pas empêché le projet européen de se poursuivre jusqu'aujourd'hui, de croître et embellir, si on peut dire. Dans la vision cosmopolite de Monnet, l'Europe ne devait être qu'une étape vers l'État mondial. Et pour beaucoup de ses partisans, elle était un but en soi. Le projet européen est ambivalent. Pour certains, il s'agit de réunir ce qui n'aurait jamais dû être séparé en effaçant les nations qui constituent l'Europe. L'Europe a toujours existé depuis des siècles. Ou au mieux, en réduisant les nations au niveau de simples provinces. Dans un second sens, c'est la construction européenne qui créera l'Europe. Entité nouvelle. Et celle-ci sera l'aboutissement merveilleux d'un processus d'unification qui fera la synthèse de ce qu'il y a de meilleur dans les nations disparues. Dans un cas comme dans l'autre, on nage dans l'utopie. On nie l'identité. L'Europe n'est qu'une expression géographique, et donc la construction européenne est artificielle. Même s'il était limité aux nations occidentales, l'Union européenne ne pourrait être qu'un empire, et ne pourrait que surplomber les nations en les dévitalisant. La construction européenne relève du constructivisme dénoncé par Hayek. Elle est contraire à la réalité sociale qui est fondée sur les traditions. Il ne peut y avoir de nation européenne en particulier. Qu'est-ce qu'une nation? C'est une communauté de destin historique fondée sur les liens du sang, constituée autour d'une éthique prépondérante sur un territoire continu. Alors bien sûr, Hitler a tenté une opération de ce genre, avec le Troisième Reich, qui est d'ailleurs plutôt un empire qu'une nation.
et l'ethnie allemande étant, en l'occurrence, l'ethnie prépondérante. Et son coup a raté. On ne voit pas aujourd'hui quelle est l'ethnie qui pourrait réussir l'entreprise. Alors ça n'a pas empêché, après la guerre, de nombreux responsables ou militants de l'Allemagne hitlérienne de se reconvertir sans encombre dans la construction européenne. Le cas le plus significatif, c'est celui de Walter Einstein. Walter Einstein, qui avait été membre de l'association des juristes socialistes nationaux, qui s'est reconverti dans la CDU, Parti démocrate, Parti chrétien-démocrate après la guerre, a été le premier président de la commission de la Communauté économique européenne entre 1958 et 1967. À tel point qu'on l'appelait la commission Einstein. Et Einstein est considéré comme un des pères de l'Europe. Certains auteurs souverainistes, disons quelque peu caricaturaux, n'hésitent pas à dire que l'Union européenne, c'est le quatrième Reich. La construction européenne est donc un idéal fallacieux dont le contenu objectif est purement négatif. Elle est dirigée contre les nations, contre leur identité, contre leur souveraineté. L'européisme est une manifestation et un instrument du cosmopolitisme. Deuxième raison, l'hostilité à l'Amérique. Une bonne partie des européistes, mais non tous, ce n'est évidemment pas le cas de Jean Monnet, veut la construction européenne pour faire pièce aux États-Unis d'Amérique. Alors il y a, en apparence, de bonnes raisons à cela. On peut vouloir, à bon droit, résister, lutter contre l'impérialisme yankee, d'une part, contre l'américanisation de notre culture, de notre société, d'autre part. Mais faut-il pour autant nier contre l'évidence que l'Amérique appartient à la civilisation occidentale? C'est absurde. L'Amérique, issue de l'Angleterre, appartient tout autant que celle-ci à l'Occident. Il ne faut pas confondre la civilisation et la politique. La civilisation est une entité culturelle et non politique. Et la thèse de la prétendue nouvelle droite, la PND, qui voudrait que l'Amérique n'appartient pas à l'Europe ou à l'Occident, est absurde. Et il est encore plus absurde de nier l'existence d'une civilisation occidentale. François Ier, roi de France, pouvait parfaitement, et légitimement je dirais, s'allier avec le Grand Turc contre Charles Quint, empereur d'Allemagne, dans l'intérêt de la nation française, et sans pour autant renier sa civilisation. La civilisation, je le répète, est une entité culturelle et non politique. Par conséquent, il n'est pas absurde de dire aujourd'hui, mutatis mutandis, que nous voulons nous allier, que nous devrions nous allier avec la Russie contre l'Amérique, sans pour autant prétendre que l'Amérique n'est pas occidentale, ou que la Russie est occidentale. Il n'y a pas de bonne raison de vouloir l'unité de l'Europe pour lutter contre l'Amérique. Ce qu'on peut souhaiter en revanche, c'est une Europe des nations, ni fédérale, ni confédérale. Une alliance libre entre États souverains, qui soit à la fois militaire, économique, politique et même culturelle, entre pays occidentaux. Cette union de l'Europe serait forte pour résister aux États-Unis. Et ça n'est pas le magma technocratique que représente actuellement l'Union européenne, dominée par la Commission de Bruxelles, qui peut avoir une grande politique, parce qu'elle manque de légitimité démocratique. Alors en conclusion, je dirais que le mythe européen est dirigé contre l'identité nationale. Aucune des raisons invoquées en faveur de la construction européenne, de l'unité européenne, n'a de fondement. Elles sont toutes fallacieuses. L'Europe est une utopie, la nation est une réalité. Le mythe européen est donc essentiellement antinational et cosmopolite. Consciemment ou non, ses partisans ou ses promoteurs veulent la destruction des nations, la destruction de l'identité et de la souveraineté des nations. Les identitaires, ou les soi-disant identitaires, qui luttaient contre l'immigration européenne, contre l'immigration extra-européenne plutôt, en disant « Defend Europe » en anglais, ce qui était en soi
une opération sympathique, lutter contre l'immigration extra-européenne, ne sont pas vraiment des identitaires. Puisqu'ils se réclament. Ils se réclamaient d'une identité européenne qui n'existait pas et niaient l'identité nationale qui, elle, existe. En réalité, ils étaient anti-identitaires et objectivement cosmopolites. L'Europe supranationale ne peut être qu'un projet utopique et un magma technocratique qui nous inféode à l'Amérique, comme on l'a bien vu d'ailleurs dans l'affaire ukrainienne, où c'est l'Amérique qui donne le ton, et les pays européens qui obéissent comme des toutous. Et il n'y a aucun espoir de redressement des nations européennes à l'intérieur de cette union. Et par conséquent, il faut en sortir. La Grande-Bretagne, ou le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, l'Angleterre, nous a donné l'exemple en 2016 par référendum en décidant le Brexit, la sortie de l'Union européenne. Ben, il faut faire de même. Il faut le Frexit. Il faut que la France sorte de l'Union européenne, et évidemment, au passage de l'euro, de la monnaie unique, qui étouffe notre économie. Le plus tôt sera le mieux. Chers amis de la résistance française et de la réaction républicaine, il faut défendre, il faut promouvoir et défendre notre identité nationale, notre souveraineté nationale. Et pour cela, il faut détruire l'Union européenne. Vive la nation, vive la patrie, vive la France!